Donc, je vais vous parler de quelques instruments d'optique. Il y en a certains que vous allez aborder en travaux pratiques, certains d'entre vous ont déjà commencé. En particulier, vous allez monter une petite lunette astronomique en TP, voir le principe. Et il y a certains des calculs concernant la lunette astronomique qui seront faits en TP. Je vais en parler un petit peu ici tout à l'heure, mais je ne vais pas du tout être exhaustif sur ça. D'ailleurs, je vais être exhaustif sur à peu près rien. Le but de ce cours-là, c'est de vous montrer quelques caractéristiques de divers instruments d'optique, voir pourquoi est-ce qu'un microscope c'est différent d'une lunette, par exemple. Pourquoi est-ce que si vous pointez un microscope vers la Lune, c'est complètement débile, vous n'allez rien voir. Et de la même façon, si vous essayez de voir une fourmi avec un télescope, vous n'allez rien voir non plus. Donc, voir comment est-ce que chaque instrument est adapté à un certain but. Donc, la dernière fois, je vous ai parlé de l'œil. Donc on a vu le fonctionnement de l'œil. Le point important sur lequel j'ai probablement pas assez insisté et qui va jouer un rôle ici dans ce qu'on va dire, c'est la chose suivante. On a un œil ici avec la phase d'entrée qui est ici et la rétine qui est là. L'œil ne peut faire une image que si vous avez un objet qui se trouve entre le point qui est ici, le quantum proximum, et l'infini par là-bas. Il faut que l'objet soit ici. Donc, si j'ai un objet là, tiens, oui, je dis, on sera dessiner des trucs. C'est quoi ça? Certains modèles n'est pas bien dessiné, vous avez reconnu tout de suite. Donc si on a un objet qui est ici, par exemple si je veux faire l'image de la pointe qui est là-haut, les rayons arrivent comme ça, vont venir ici. Vous voyez que les rayons qui arrivent sur l'œil sont divergents. Quand on a un objet qui est réel, et ici, on a des rayons qui sont divergents. Si vous avez des rayons convergents, imaginez que d'une manière ou d'une autre, vous ayez sur l'œil des rayons qui arrivent comme ça, dans cette direction-là. Ça ne peut pas provenir d'un objet qui se situe en avant. Ça serait un objet qui se situe. Ça serait un objet virtuel qui serait au point de croisement des différents rayons là. Et ça ne peut pas venir d'un objet qui est ici. Cependant, il y a quand même des situations où on peut avoir des rayons comme ça. Par exemple, si ici vous avez un instrument d'optique, par exemple une loupe, et que ces rayons là viennent tous d'un même point. Donc on fait comme ça, ils viennent d'ici. Les rayons sont passés par la loupe, sont réfractés dans cette direction-là. Et quand les rayons arrivent sur l'œil ici, cette partie-là de l'œil, c'est une partie qui est convergente. C'est-à-dire que ce que ça va faire, c'est que ça va faire converger les rayons encore plus. Donc ça va faire une image qui est ici, qui ne peut absolument pas être là. Il n'y a aucun moyen, avec des rayons qui arrivent comme ça, de faire une image sur la rétine qui est ici. L'œil verra flou ici, forcément. Donc si on veut arriver avec un instrument d'optique à voir quelque chose, il faut que les rayons qui sortent de l'instrument d'optique ne soient pas dans cette situation-là, mais soient dans celle-là. Ou mieux, le mieux qu'on puisse faire, le plus agréable pour l'œil, c'est si vous avez des rayons qui arrivent parallèlement entre eux. Ça viendrait d'un objet qui est à l'infini, et dans ce cas-là, sans accommoder, pour l'œil hémétrope en tout cas, l'œil qui n'est pas myope ni presbyte, l'image se forme ici naturellement sur la rétine, sans que l'œil ait à se fatiguer à adapter la forme du cristallin. Donc là, sans accommoder, c'est-à-dire au repos, quand il y a des rayons qui arrivent parallèles, l'œil arrive à en former une image. C'est bizarre ma phrase, mais... Donc dans un instrument d'optique, si on veut essayer de faire une image qui soit visible par l'œil, le plus confortable, c'est vraiment ça, c'est d'arriver à faire des rayons qui sont parallèles entre eux, c'est-à-dire de faire une image qui est à l'infini. Ça, on va y revenir tout de suite quand je vais vous parler de la loupe. C'est parti. 4.2, la loupe. Oui, j'ai pas envie de l'effacer tellement il est beau. Qu'est-ce que c'est qu'une loupe? Est-ce que quelqu'un peut me dire ce que c'est qu'une loupe? Un agrandisseur. Une lentille. N'importe quelle lentille. On prend les verres de lunettes de quelqu'un, ça fait une loupe? Ça fait une loupe. Divergente? Non, convergente. Non, divergente. Mettez-vous d'accord. Convergente, effectivement.
qu'on appelle une loupe, c'est une lentille convergente utilisée dans certaines conditions que je vais préciser tout de suite. On a ici une lentille convergente, je vais placer le foyer objet là, le foyer image là. Alors moi j'ai pas de petit équerre, je suis désolé. Il y a plus performant que moi comme prof niveau petit équerre. Mais je vais quand même essayer de faire des rayons ici qui sont à peu près droits. Je vais prendre un objet qui se situe. Pour une loupe, est-ce que vous savez où est-ce qu'on va mettre l'objet? Ouais, entre O et F, j'ai pas mis O mais il est là. Donc on va mettre l'objet ici effectivement entre O et F. Parce que ce qu'on va vouloir, c'est une image qui est virtuelle, qui est située derrière la lentille et qui est agrandie. Qu'est-ce qu'on a envie de voir avec une loupe? Bon, dans l'érection moyen, une fourmi. Bon, je suis pas biologiste, je sais pas combien ça a de pattes. 6, on va dire. Ça, ouais, c'est nul une fourmi en fait. Ok, ou un bonhomme Michelin. Bon, alors, faites-le sur votre feuille, prenez vraiment 30 secondes, dessinez l'image d'un des points de l'antenne de la fourmi, là par exemple. Dessinez l'image de ça avec la construction géométrique. Quoi. Prenez deux rayons qui vont bien. Ça donne normalement vraiment vous prendre 30 secondes. Et on va discuter des propriétés de l'image qu'on a obtenues. Ça va, très bien. Donc effectivement, vous avez considéré deux rayons particuliers. Un rayon qui passe par le centre et qui n'est pas dévié. Un rayon qui, par exemple, part parallèle ici, à l'axe optique, et va converger vers F'. Ces deux rayons ici ne se croisent pas. Enfin, ils ne se croisent pas de ce côté-là, mais leur prolongement, par contre, se croise en arrière. C'est-à-dire que les rayons issus d'ici, pour quelqu'un qui se trouve derrière la lentille, on a l'impression de venir là. Faites gaffe parce qu'on vous entend vraiment super fort dans le... En fait, on va entendre que vous là, dans la caméra. Non, parce que pour moi, c'est surtout pour vous. Enfin, du coup, je saurais ce que vous avez dit, mais juste pour la suite. Ah ouais, parce que j'écoute, moi, du coup, après. Hein. Genre, quand je sors énervé, tout ça, c'est super instructif. Hein. Parce que la caméra, elle reste allumée, en fait, quand je suis énervé. Donc, ce qui se passe, c'est pas mal. Bref, ici, j'ai fait l'image de ce point-là. Et l'image de la fourmi. Ouais, ok. Voilà. Elle est ici, donc elle se trouve en avant et elle est agrandie. Donc le but de la lentille, un des buts de la lentille, c'est ça, c'est-à-dire c'est de faire en sorte qu'on ait une image qui soit agrandie. Est-ce que ça, et pourquoi est-ce qu'on a envie d'avoir une image agrandie? Par exemple, si vous avez une fourmi, vous avez envie de la voir plus gros, vous voulez regarder la fourmi dans les yeux, donc vous voulez vraiment la voir de près. Pour ça, il faut agrandir, il faut en faire une image agrandie. Donc là, c'est le cas. Faites attention, cependant, une image agrandie, ça ne veut pas forcément dire qu'elle va vous paraître plus grande. Si vous avez une fourmi qui est ici, à cette distance-là, vous en faites une image qui a la taille d'un éléphant et qui se trouve 10 km plus loin, ici elle est plus loin l'image, hein. Un éléphant à 10 km, c'est plus petit qu'une fourmi à 20 cm. Donc ce n'est pas seulement la taille physique ici qui compte, c'est aussi la distance. Même, on peut même dire ça de manière encore plus précise. Si vous avez votre œil par exemple qui est ici, ce qui compte c'est la taille angulaire sous laquelle vous voyez la fourmi. Ici, est-ce que pour un œil qui est ici, au jugé comme ça, si vous regardez mon dessin, je vais même mettre l'œil plutôt là, est-ce qu'on voit plus grand la fourmi jaune ou la fourmi blanche? Il suffit de regarder, c'est effectivement la jaune qu'on voit plus grand. Pour ça, donc, si l'œil est ici, la taille sous laquelle on verrait la fourmi sans la loupe, sa taille angulaire, c'est ça là, c'est l'angle entre le pointillé rouge et puis l'horizontale. Alors qu'avec la loupe, sa taille angulaire, elle est donnée par cet angle-là. Donc elle est bien effectivement ici plus grande. Donc un des buts de la loupe, c'est ça, c'est de faire une image qui soit plus grande, mais suffisamment proche pour qu'elle apparaisse quand même, qu'elle apparaisse agrandie. Alors en général, donc on s'aperçoit quand on déplace la fourmi ici pour voir où est-ce que c'est le plus agréable d'utiliser la loupe et le plus efficace, si je rapproche ici la fourmi de ce point-ci,
on se rend compte que l'image ici se rapproche aussi et diminue en suivant en fait le pointillé qui est ici. Hein. À la fois l'objet et l'image sont sur cette ligne-là. Donc si je rapproche la fourmi ici, l'image ici rétrécit et se rapproche, mais sa taille angulaire en fait elle diminue. Hein. Si la fourmi jaune, vous la dessinez ici, vous voyez que l'ouverture ici angulaire sous laquelle on la voit ici est plus petite. Donc on a intérêt au contraire à éloigner la fourmi ici, à la rapprocher de F, et à la limite où l'objet va être sur F ici, vous allez vous rendre compte que l'image là devient énormément grande et se trouve à l'infini. Donc vous allez vous retrouver avec une image qui est à l'infini et qui est très grande. Vas-y. Si on met vraiment un peu devant, en fait, l'image va aussi avoir F. Oui, elle est de ce côté-là de F. Oui, d'accord, c'est vrai. Donc en fait, ça va être probablement quand la fourmi ici passe F sur 2 que celle-ci se retrouve avant F, mais elle va rester quand même relativement un peu. Donc on a au contraire intérêt à déplacer la fourmi ici jusqu'au point F, qui n'a rien à voir avec fourmi, c'est un hasard. Et on est à ce moment-là dans la situation suivante. Condition, donc l'utilisation optimale de la lentille, c'est vous avez F qui est ici, vous avez un objet AB qui est là. Je vais mettre un point A, voilà. Et du coup, l'image qu'on obtient, je trace ici le rayon qui passe par O qui n'est pas dévié, je trace le rayon qui est parallèle à l'axe et qui passe par F. Vous voyez que ces deux rayons-là sont parallèles. C'est-à-dire que pour l'œil, il y a tout un tas de rayons parallèles, tous les autres aussi. À cause du stigmatisme, si je trace un rayon comme ça qui part ici, il va aussi ressortir parallèle aux autres. Et donc vous avez ici tout un tas de rayons parallèles qui arrivent sur l'œil. Et donc pour l'œil, il a l'impression que cette image, cet objet-là est à l'infini. Il voit l'image à l'infini. Comme je le disais tout à l'heure, ça c'est une situation particulièrement confortable pour l'œil. Parce que l'œil n'a pas besoin d'accommoder. Il a l'impression que l'objet est super loin, il est relax, il regarde, et il voit un truc qui est grand et loin. Donc une loupe, ça sert aussi à ça sert à augmenter le confort de vision. Si vous réfléchissez bien à la raison d'utiliser des loupes en général, si vous voulez regarder une fourmi avec une loupe, il faudrait se dire, en fait, à quoi ça sert la loupe? Ça sert à rien. Si je veux voir une fourmi plus gros, il suffit que je l'approche de mon œil. Si j'approche la fourmi de mon œil, elle va être de plus en plus gros, elle va avoir une taille apparente de plus en plus grande. Qu'est-ce qui limite ça pour l'œil? C'est qu'à un moment, si vous approchez trop près, pourquoi vous ne la verrez plus? Effectivement, à cause de l'accommodation, vous n'allez plus pouvoir accommoder et passer le punctum proximum. Certes, elle va vous apparaître plus près quand vous allez l'approcher, mais elle va être floue parce que votre œil ne sera pas capable d'accommoder. Donc ce que fait la loupe, c'est que ça permet de regarder les objets très près finalement. Vous allez comme ça avoir vous allez approcher la loupe ici de la fourmi en prenant une focale bien choisie. Si vous prenez ici, si vous avez une focale ici qui fait quelques millimètres, vous allez vous rendre compte que vous arrivez effectivement à voir net un objet en l'approchant à quelques millimètres de votre œil. Je vais préciser ça tout de suite, c'est un petit peu trop vague si je le dis sans bien écrire. Pour préciser ce que je viens de dire, je vais introduire une grandeur qui qualifie l'efficacité, on va dire, d'une loupe ou la manière dont ça marche. On introduit une quantité qu'on appelle la puissance d'une loupe. Alors attention, le mot puissance en physique, il a pas mal de sens. Souvent, quand on faisait de l'analyse dimensionnelle, là, je dis attention, une puissance, c'est l'énergie divisée par un temps. Sauf que là, pas du tout. Hein. C'est un des cas où il y a un même mot qui sert à dire plusieurs trucs différents. Dans le cadre de l'optique, ici, la puissance d'une loupe n'a rien à voir avec une énergie divisée par un temps. Il se trouve qu'on utilise le même mot. C'est pas très heureux, mais c'est comme ça. Et ce qu'on appelle la puissance d'une loupe, c'est défini de la manière suivante. Si ça, j'appelle L la taille de l'objet, et j'appelle ici alpha l'angle avec lequel ressortent les rayons, la puissance d'une loupe, c'est alpha divisé par L. Donc, cette quantité-là, elle est intéressante parce que ça vous donne directement la proportionnalité entre la taille apparente de l'objet et sa taille réelle. C'est-à-dire que, je vais l'écrire comme ça, alpha est égal à P fois L. Alpha, c'est l'angle sous lequel on voit l'objet. Et L, c'est sa taille réelle. Vous, ce qui vous intéresse pour l'œil, pour savoir si un objet vous apparaît grand ou pas, c'est le alpha qui compte ici. Savoir si la Lune, par exemple, la Lune dans le ciel est grande ou pas, on s'en fout de savoir que la Lune est fait je ne sais pas combien de milliers de kilomètres de côté. Ce qu'on veut savoir, c'est l'angle qu'il y a entre les rayons qui viennent de chacun des bords de la Lune. C'est ça la taille apparente. Ça se mesure en degrés ou en radians. Voilà. La Lune fait un demi-degré de diamètre angulaire. Le Soleil aussi, d'ailleurs, ils ont la même taille dans le ciel, même s'ils n'ont pas la même taille physique. Vas-y. Si je lance après.
dans le cas où l'objet est sur le foyer. Oui, alors effectivement, la puissance d'une loupe définie comme ça, c'est effectivement défini de cette manière-là quand l'objet est utilisé ici, est placé au foyer de la lampe. Et une loupe, vous allez vraiment, dans la plupart des cas, essayer d'utiliser de cette manière-là. Ça, on peut montrer très facilement que cette puissance-là, elle est reliée à une caractéristique de la lentille, puisque, comment est-ce qu'on a appelé la distance qui est ici, là, entre O et F? C'est la distance focale, on l'a noté F'. Si vous avez ici L et vous avez ici F', dans le triangle que je suis en train de surligner en jaune, l'angle alpha, vous le retrouvez aussi ici. D'accord, hein? C'est l'angle entre ce rayon-là et ce rayon-là. Et donc vous avez une relation très simple entre alpha, L et F'. Je vous écoute. L sur F', très bien. Je vous rappelle que les isolentilles minces, on les utilise, enfin, nous, ce qu'on considère depuis le début, c'est qu'on les utilise dans les conditions de Gauss, ce qui veut dire que les angles sont nécessairement petits. S'ils ne sont pas petits, on n'a probablement pas stigmatisme de toute façon, donc on peut mettre tout ça à la poubelle. Donc si les angles sont petits, ça c'est à peu près égal à alpha. La tangente, quand on l'exprime en radian, est égale à son argument. Et vous voyez du coup que le rapport ici qu'on a écrit, la puissance qui est alpha sur L, vous voyez que c'est simplement donné ici par 1 sur F'. Ici, si vous divisez tout par L, vous passez le L de ce côté-là, alpha sur L, vous voyez que ça fait 1 sur F'. Donc la puissance d'une loupe, c'est simplement donné par l'inverse de sa distance focale. Pour l'instant, c'est très abstrait, là. On va faire une application tout de suite de ça. Je vais laisser le dessin parce que c'est ça qu'on va considérer en fait. Je vais poser la question suivante. Quelle puissance doit avoir une loupe pour que, en l'utilisant dans ces conditions-là, une fourmi nous apparaisse aussi grande que la main tendue? Parfait. Vous voyez votre main, vous la tendez, ça fait une certaine taille, et bien je veux voir la fourmi grand comme ça. Je veux que la taille angulaire de la fourmi, ça soit la même que votre main tendue à bout de bras. Vous prenez la taille que vous voulez pour la fourmi, faites un petit calcul dans votre main, je voudrais savoir quelle puissance ça donne. Puissance P pour qu'une fourmi... Allez, on va décider d'une taille pour la fourmi. Ça fait combien une fourmi? 1 cm 2 mm, ouais, c'est pas mal. Alors 1 cm, ça fait la même chose. Non, 5 mm. C'est une petite fourmi. Une fourmillette. 2 mm apparaissent aussi grandes que la main tendue à bout de bras. Je vous laisse réfléchir, ça peut être posé de manière un petit peu brutale. Donc ce qu'on veut, c'est ça, trouver le P qui est ici. C'est défini par cette expression-là. Dans la phrase que j'ai mise au tableau, en fait, je vous ai dit de manière un peu codée les informations qui sont ici. Vous allez pouvoir, avec les informations au tableau, calculer alpha. Ça, c'est la main tendue à bout de bras. Suicide de trousse. Il y en a déjà une qui peut plus suivre le cours. Donc vous avez là-bas les informations pour calculer alpha, et vous avez aussi l'information sur L, c'est la taille de la fourmi, c'est 2 mm. Pendant que vous cherchez, moi je ramasse des crayons. Bon, elle fait combien votre main? 60. Alors il y a King Kong qui est en train de suivre le cours. La taille angulaire de la main tendue à bout de bras, ça va être l'angle qui est ici. Vous me dites 15 cm en gros. Ok, j'achète. Le bras tendu. 60 cm. Donc la tangente d'alpha c'est 15 sur 60, un quart. Ça fait combien du coup? L'arc tangente de un quart, quelqu'un a une machine? Non, pas moi.
Impossible de souligner. Degrés. Donc à peu près 14 degrés, d'accord. Et en radian, du coup, ça fait combien? Donc, comme on va le mettre ici sous une forme, sous la forme qui est ici, là on a utilisé le fait que alpha était en radian. 0,21. Ouais, si. Alpha égale à 0,24 radian. D'accord. Et donc, du coup, la puissance, bah, c'est mi-cube. P, c'est 0,24 radian, divisé par 2 mm, c'est-à-dire 2 10 moins 3. Ça fait 12, 120. C'est ça? 122. 120 divisé moins 1. L'unité ici, c'est mètre moins 1. C'est l'inverse d'une distance. 120 mètres moins 1. Inverse 1 mètre. Donc voilà, là on s'est juste posé la question, quelle doit être la caractéristique d'une loupe pour qu'on voit une fourmi de 2 mm, grosse comme la main tendue à bout de bras. Maintenant, avec l'information qui est ici, qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce qu'il faut prendre comme distance focale de lentille pour avoir un grandissement aussi grand, pour avoir la fourmi comme ça? Il faut que P ce soit l'inverse de F', donc on prend l'inverse de ça. Ça fait 1 sur 120. Donc vous trouvez à peu près 0,8 cm, quelque chose comme ça, faites-le. Et donc ça veut dire que F' est égal à 8,3 mm. D'accord? Là, on a juste pris un P égale 1 sur F', donc on a calculé le F', que ça donne cette puissance-là. Donc, ce qu'on vient de montrer là, c'est que si on veut voir une fourmi, comme je viens de le dire, grande comme la main, avec une loupe, il faut que cette loupe elle ait une focale de 8 mm. C'est petit, hein? 8 mm, c'est grand comme ça, donc on veut vraiment que la focale soit petite. Ça, c'est pas forcément très facile à faire. En plus, vous vous souvenez, là, d'après la formule qu'on avait écrite dans le cours à un moment, qui reliait la distance focale avec la courbure des dioptres qui délimitent la lentille, là. Ça, en fait, ici, c'est un dioptre suivi, c'est là aussi. Si on veut une distance focale qui est petite, il va falloir que les rayons de courbure soient petits, c'est-à-dire que la lentille soit très courbée. Si vous voulez un rayon de courbure de l'ordre de quelques millimètres, ça veut dire que la lentille elle-même ne pourra pas être plus grande que quelques millimètres. Essayez de dessiner une sphère d'un rayon de courbure de 1 cm, elle ne fera pas plus de 1 cm la sphère. Si ça fait 1 cm de rayon, si vous voulez découper là-dedans une lentille, eh ben elle sera nécessairement plus petite que la taille qui est ici. Donc ça veut dire que là, il faut utiliser nécessairement une lentille qui est petite pour avoir un grandissement aussi grand que ça. Et donc ça sera probablement peu lumineux. Donc la loupe, c'est pas mal quand on veut des grandissements qui ne sont pas énormes, genre si vous voulez lire le journal ou regarder quelque chose qui n'est pas spécialement petit au départ, ça va bien aller, mais si vous voulez regarder des fourmis ou pourquoi pas des cellules, l'idée elle n'est pas débile de dire je vais regarder une cellule avec une lentille qui a une focale très petite, mais dans ce cas-là, si vous regardez une cellule avec un grandissement correct, il va falloir que la puissance soit encore plus grande que celle-là, et donc que la focale soit encore plus petite. Et on va arriver à des focales de 1 mm, 1/10 de millimètre, et c'est absolument infaisable en pratique, et inutilisable. C'est pour ça qu'on passe à un deuxième dispositif pour regarder des objets petits. Ce dispositif, ça va être ceux du type microscope. Donc, je vais maintenant vous montrer une amélioration de la loupe qu'on appelle le microscope. Alors, est-ce que vous savez comment c'est fait un microscope? Quelqu'un peut me dire à tout hasard? Deux lentilles, d'accord. Effectivement. Quelque chose comme ça. Deux lentilles convergentes. Celle-ci, on va l'appeler l'objectif. Objectif parce qu'elle va être du côté de l'objet. Et l'autre, on l'appelle l'oculaire parce qu'elle est proche de l'œil. Mais ce sont deux lentilles. Et le principe
microscope, c'est le suivant. En fait, c'est un truc vraiment super malin, le microscope. Hein. C'est pas juste on met deux lentilles. C'est, avec l'objectif, on va commencer par faire une image agrandie. On a ici un objet AB. Et on va s'arranger pour que ça en fasse une image agrandie, par exemple ici. Alors, du coup, là-dedans, on pourrait tracer. Il doit se trouver le foyer. Ça marche, le foyer doit être ici. Voilà. Donc on a un objet qui est ici, on en forme une image agrandie, et ensuite on utilise la loupe pour regarder cette image agrandie. Donc en fait on grandit deux fois. Ça fait une image agrandie, et nous avec l'oculaire utilisé comme loupe, on va aller regarder ce truc déjà agrandi. Donc ça agrandit deux fois. C'est ça l'avantage du microscope. L'objet qui est ici, si je le regarde avec la loupe qui est ici, si je l'utilise, comme j'ai dit tout à l'heure, dans les conditions optimales d'utilisation d'une loupe, il faut que que l'objet ici soit au foyer objet de cette lentille-là. D'accord? Donc je vais le dessiner en d'autres couleurs. Ça, je vais l'appeler F1, c'est la focale objet de la première lentille. Ça, c'est F'2, le foyer image de la première lentille. Pardon, mais c'est F'1, du coup. C'est la lentille 1. Pour que l'image de ça se trouve à l'infini, c'est-à-dire qu'on utilise l'oculaire comme une loupe, comme je l'ai dit avant, il faut que le point F2 se trouve ici. Et si c'est le cas, on a les rayons ici qui partent, le rayon qui passe par le centre ici qui n'est pas dévié, et tous les autres rayons qui partent dans la même direction. Et pour l'œil, on a l'impression que tous les rayons issus de B, finalement, viennent d'un point qui se situe à l'infini, et tout là-bas, là-bas, là-bas. Et la taille angulaire de l'objet, de l'image finale qu'on voit, c'est l'angle qui est ici. Et je vais l'appeler alpha prime. Donc comme tout à l'heure avec la loupe, on avait un objet d'une certaine taille, et ça nous ressortait des rayons tous parallèles entre eux, qui faisaient un angle alpha. Là, ici, il y a deux lentilles, mais ça revient au même à la fin. On a toujours un objet ici, et là, des rayons qui partent avec un angle alpha prime. Vas-y. Du coup, ça veut dire qu'on peut en mettre plus pour encore augmenter encore, mais je suppose que là aussi, on va faire encore beaucoup de lumière. Oui, effectivement, on pourrait imaginer de faire de ça une image encore agrandie. Après, quand on met trop de lentilles, effectivement, on peut perdre de la lumière. Et en fait, on ne gagne même pas forcément en grandissement. On peut très bien utiliser une seule lentille pour faire quelque chose de très gros ici. Et on va voir qu'en fait, avec une seule lentille, cette image-là peut être aussi grande qu'on veut, en fait. C'est étonnant, hein? C'est le cas. En fait, je peux vous dire tout de suite comment. Si j'approche ici le point A de F1, cette image-là va s'éloigner, devenir de plus en plus grande. Je reviendrai tout à l'heure sur les limitations du microscope, mais pourquoi est-ce qu'on ne fait pas ça avec un microscope, finalement, pour avoir des grandissements énormes? Mis à part certaines questions qui sont liées à la nature ondulatoire de la lumière, qui donne une certaine limitation de toute façon à la capacité de voir des images agrandies, même si on met ça de côté, si on veut faire l'image très loin qui est là-bas, on arrive avec une image qui se trouve à plusieurs mètres de l'objet, et commencer à pointer un télescope de plusieurs mètres sur une cellule, ça devient un peu sport. Hein. Donc il y a une question de compacité aussi pour faire ce genre d'instrument. Ce qu'on appelle la puissance du microscope, je vous ai donné la définition tout à l'heure de la puissance. La puissance ici, je vais l'appeler P' pour la différencier de celle de la loupe de tout à l'heure, mais c'est aussi une puissance. Elle est définie encore une fois par alpha prime divisé par la taille de l'objet AB. On va calculer maintenant la puissance de ce microscope en fonction des différentes caractéristiques des lentilles qui sont présentes sur le schéma. Donc là, c'est vous qui allez bosser encore un petit coup. Si. Vous allez commencer par calculer. Alors, on va le faire en deux temps, ça. Pour calculer alpha prime sur AB, on va calculer d'une part, ici, en considérant l'image par l'oculaire, on va calculer alpha prime sur A prime B prime. Donc ça, c'est quelque chose qui dépend des propriétés de l'oculaire ici. Donc avec le schéma qui est ici, et en faisant de la la géométrie simple, on va trouver que alpha prime sur A prime B prime, c'est égal à quelque chose de simple dans ce dessin. Et par ailleurs, avec cette partie-là du dessin, vous allez calculer A' B' sur AB. Comment ça s'appelle cette quantité A' B' sur AB? C'est le grandissement. Donc, je vais l'appeler gamma. Donc ça, c'est le grandissement de l'objectif.
Ça d'ailleurs, si je voulais lui donner un nom, ça serait la puissance du coup de l'oculaire. C'est la puissance de la loupe qui est ici. Et c'est ce qu'on a appelé tout à l'heure P, donc je vais lui redonner le même nom. P est égal à ça. Donc, quand on aura ces deux quantités ici, vous voyez que la quantité qu'on cherche ici va s'obtenir très facilement, puisque si je multiplie ça par ça, vous voyez que la prime B' se simplifie, il y en a un en bas ici, un en haut là, et ce qui reste c'est alpha' sur AB, c'est-à-dire c'est exactement ce qu'on cherche ici. Donc on va d'abord calculer ça, puis calculer ça, ensuite faire le produit des deux et on va voir ce que ça donne. Donc à vous de jouer, calculer cette quantité-là en fonction de ce qui va intervenir, va calculer le en fonction déjà de OA et OA'. Ça c'est hyper facile pour vous. Puis, en fonction de F'1, la focale de la première lentille, et OA'. Normalement, ça vous prend 4 secondes et demie, et ça, plutôt 2 minutes. Alors, je vous aide. Il y a un grec célèbre qui a sorti un théorème il y a longtemps, qui pourrait vous aider. Ah oui, vous ne voyez pas le triangle, parce que c'est un triangle papillon ici. Il faut appliquer Thalès dans ça. Alors j'appelle ça un triangle papillon, je ne sais pas si c'est le nom consacré, mais voilà. Et vous avez ici deux droites qui se croisent avec un certain angle, et vous avez ici ces deux droites qui sont coupées par deux segments parallèles. Et Thalès vous dit quelque chose sur la longueur relative de ça et de ça, en fonction de deux autres grandeurs sur le schéma. Je vous écoute. A'B' sur AB. Alors certes, ça va être tangente d'alpha si je mets l'angle alpha ici. Non, pas du tout. A'B' sur AB, c'est pas tangente alpha. Ça, c'est un rapport de deux autres longueurs sur le schéma. Voilà, exactement. C'est OA' sur OA. Ça divisé par ça, c'est égal à ça divisé par ça. Autrement dit, ce que ça dit, c'est vraiment tout bête. C'est que la taille qui est ici, elle est proportionnelle à celle-là. Ce bout-là étant donné, si je prolonge ça en augmentant la distance OA', et ben AB augmente d'autant et est proportionnel. Donc la taille A'B' sur AB, c'est simplement le rapport OA' sur OA. Donc ici, le grandissement est donné par ça. Et je vais mettre des barres un peu partout, parce que comme ça, en plus, on a accès au signe de ces grandeurs. Sur le schéma, ça serait quelque chose de négatif ici, du coup. L'image est inversée, et on le voit bien, parce que ces deux grandeurs-là ont effectivement un signe opposé. Donc voilà. Le grandissement ici est donné par cette quantité-là, il est défini par ça, et d'après le théorème de Thalès, il est donné par cette quantité-là. Maintenant, ce que je vous demande, c'est d'exprimer ça en fonction simplement de F'1 et OA'. C'est-à-dire utiliser la relation de conjugaison de la lentille pour éliminer le OA qui est ici. Est-ce que vous pouvez me rappeler la relation de conjugaison des lentilles? Mince. Qui veut le faire? Vas-y. Plus 1 sur F'. Non mais ne sois pas désolé, c'est correct. Donc on peut l'écrire comme ça. Bon, moi j'avais écrit avec un signe moins ici et puis le égal là, mais peu importe, c'est correct comme ça. D'accord? Et nous, ce qu'on voudrait, c'est OA' sur OA. Ben, je vais multiplier cette équation-là par OA'. Donc je multiplie ça par OA'. Ça fait OA' sur OA'. Bon, lui, il ne va pas nous embêter longtemps. Est égal à OA' sur OA. Tout ça avec des barres. Plus OA' sur F'. Ça fait 1. Ça, c'est la quantité qu'on cherche. Donc la quantité qu'on cherche, c'est 1 moins cette quantité-là. C'est-à-dire que gamma est donné par 1 moins OA' sur F'. Attention, je vais faire une petite manip. Soyez attentifs. Je vais tout mettre au même dénominateur. Bon, là, il n'y a pas de quoi se rouler par terre. C'est après qu'il faudra se rouler par terre. Le F' qui est ici, je vais l'écrire sous la forme F
je vais l'écrire sous la forme OF'. Le F' qui est ici, hein, c'est la distance focale de la première lentille, et même c'est F'1, parce que j'ai différencié les deux ici, donc je vais mettre un 1 ici. Donc ce que j'ai appelé F' dans tout le cours ici, pour une lentille convergente, c'est la distance, enfin pour toutes les lentilles F', c'est la distance algébrique entre O et le F' de la lentille. Donc c'est cette distance-là. Une fois que j'ai écrit ça, c'est ici où il faut faire attention, je vais écrire F'O, F'1 comme moins F'1 O. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? O, F'1, c'est moins F'1 O. Ça, c'est une propriété des distances algébriques. Je mets le moins en facteur. Il reste F'1 O plus OA', avec des barres. Là, j'ai simplement mis le moins en facteur. Pourquoi est-ce que j'ai fait ça? Parce que si vous regardez ici, F'1 O plus OA', ça, en utilisant la relation de Schall, ça s'écrit F'A1. Pardon, F'A'. D'accord? Donc c'est simplement la distance qui est ici, là, F'A', c'est cette distance-là, cette distance algébrique. Et donc le grandissement est donné par cette distance-là, divisé par la focale de la lentille. Et alors je vais peut-être préciser ici partout que c'est F'A'. Hein. Ici, là, dans la relation de conjugaison, je l'ai mis de manière générique comme on me l'a dite, mais il s'agit ici de la lentille 1. Donc le F' qui est ici, je vais lui mettre un petit indice 1 partout. Là, là, là. Et finalement ici. Donc le grandissement de la lentille, ici de l'objectif, est donné par la quantité qui est ici. Cette quantité-là, on la note souvent petit e dans le microscope. Ça, là, on la note souvent E. Donc, je vais faire pareil. Donc, on obtient finalement que le gamma est donné par moins E sur F'1. Donc si on veut un grandissement important, on a intérêt à ce que l'image ici se forme le plus loin possible. Ça, c'était la première étape. Ensuite, je voulais la puissance de l'oculaire. Mais ça, on a déjà fait le calcul tout à l'heure. Hein, la puissance d'une loupe, on a vu que c'était l'inverse de sa distance focale. Donc la puissance de l'oculaire ici à laquelle on s'intéresse, ça, c'est donné par 1 sur F'2. Ça, encore une fois, là, ce dispositif-là, c'est une loupe. Et sa puissance, on a vu tout à l'heure, c'était l'inverse de la distance focale. Donc je ne vais pas refaire la démonstration, vous pouvez la refaire si ça vous amuse, mais c'est la même. Et donc on trouve le même résultat. Muni de ça, si je veux la puissance P' du microscope, c'est alpha' sur AB, c'est-à-dire c'est alpha' sur A'B' fois A'B' sur AB. Et donc c'est aussi... Et si vous en êtes encore là quand j'efface, ça veut dire que vous écoutez plus ce que je dis. Donc à la limite, arrêtez de noter. Si vous avez trop de retard, enfin je ne vais pas vous apprendre à prendre des notes, mais si vous avez un tableau de retard sur ce que je suis en train de dire, ça veut dire que pendant tout le cours, vous n'allez rien suivre. C'est-à-dire vous allez toujours être en train de suivre ce qui est écrit et jamais ce que j'écoute. Donc je vous conseille vraiment à certains moments de faire reboot. Dire voilà, vous laissez tomber ce que je suis en train d'écrire, de toute façon je vais l'effacer. Vous l'aurez dans la vidéo, vous regardez sur le voisin, j'en sais rien, et vous reprenez le fil de ce que je suis en train de dire. Ça sera vraiment plus efficace pour vous. Hein. N'hésitez pas à le faire. Vous avez en plus le confort de la vidéo derrière, hein, elle sera là. Donc, profitez-en. Donc, je reprends. Ici, j'ai écrit la puissance ici, qui était définie de cette manière-là, en décomposant ici, en mettant en haut et en bas A'B' pour faire apparaître justement le grandissement d'objectif et puis la puissance. Donc ça, c'est gamma. Ça, c'est le gamma de l'objectif. Ça, c'est la puissance de l'oculaire. Et donc, d'après ce qui est au-dessus, c'est moins E sur F'1, F'2. Et je réécris ici que ça, c'est P'. Voilà. Cette expression ici vous donne la puissance d'un microscope en fonction de la focale de la lentille qu'on utilise ici, la focale de la lentille qu'on utilise là, et de l'écart ici entre les deux points F'1 et F'2. Je vous laisse noter du coup et je reprends la discussion en 30 secondes.
Si je veux faire un microscope super performant, j'ai envie de pouvoir voir des cellules, mais énormes quoi. Je veux voir une cellule de ma peau grande comme la main à bout de bras. Qu'est-ce que je vais prendre comment est-ce que je vais optimiser les paramètres qui sont ici? Est-ce que j'ai intérêt de prendre grand ou petit? Alors, je vous rappelle que la puissance, hein, c'est le rapport entre la taille apparente et la taille réelle. Donc, un microscope efficace, c'est un microscope pour lequel alpha prime est grand. Ici, ça part avec un grand angle, on a une grande dimension apparente des objets qu'on regarde. Donc, on veut que la puissance soit grande. Donc, on veut ici que E soit grand, que F'1 soit petit et que F'2 soit petit. Comme pour la loupe, tout à l'heure, on voulait que la focale elle soit petite. Là où l'avantage est beaucoup plus grand que... Enfin, il y a un avantage certain de ça sur la loupe, c'est dans les ordres de grandeur maintenant qu'on va prendre. Tout à l'heure, avec une loupe, on voulait voir une fourmi grande comme la main à bout de bras, on avait une puissance qui valait 120 mètres moins 1. Et ça donnait une focale qui était plus petite que le millimètre. On va voir qu'avec des lentilles beaucoup plus pratiques à utiliser, on va arriver au même ordre de grandeur pour la puissance. Vas-y. Pourquoi il faut que E soit grand jusqu'à un moins de... Ah, pardon. D'accord, merci de me le faire préciser ça. C'est grand en valeur absolue, c'est-à-dire que la puissance qui est ici, le moins, il veut simplement dire que l'image elle est inversée, en fait, que l'angle ici, il est négatif si AB est positif. Ce qui m'intéresse, c'est de voir, bon, ça va être à l'envers, mais ça veut être grand en valeur absolue, c'est ça. Imaginez que je prenne F'1 est égal à 5 cm. Donc déjà, c'est une focale qui est beaucoup plus confortable que celle de 8 mm de tout à l'heure. Hein. C'est une focale grande comme ça, on arrive à faire des lentilles qui ont cette focale-là sans problème. F'2 égale 5 cm aussi. Calculez E pour avoir la même puissance que tout à l'heure, c'est-à-dire 120 mètres moins 1. Allez-y. Ça fait combien 0,3 mètres, 30 cm. À peu près 30 cm. Donc, vous voyez qu'on arrive à faire le même grandissement. Tout à l'heure, avec une loupe minuscule et qui était forcément de petite dimension, on arrivait à avoir la fourmi assez agrandie. On voit la fourmi de la même façon en utilisant un dispositif qui fait combien de taille du coup? Il fait combien de long le microscope avec les caractéristiques qui sont là? 35 cm. Combien? 35. Pourquoi 35? 40. 40. 5, 30 et re 5. Donc ça fait 40 cm. Donc on a un dispositif qui est grand comme ça. Donc c'est quand même assez utilisable. Et on voit, on a des lentilles qui font 5 cm de focale. Donc on peut se permettre de prendre des tailles de lentilles assez grandes du coup, donc ça va laisser passer pas mal de lumière, ça va être bien lumineux, et on va voir aussi grand qu'avec la petite lentille de tout à l'heure. Donc voilà, l'intérêt du microscope c'est vraiment ça, et on peut optimiser, donc avoir des puissances qui sont importantes, en prenant des focales ici, celle-là on la diminue un petit peu, notamment celle de l'oculaire là, on peut la diminuer, celle-là aussi, et puis éventuellement en augmentant E. Le truc le plus limite là-dedans, c'est vraiment E. On ne peut pas non plus avoir trop long pour E, parce que ça fait un microscope énorme sinon, et on ne veut pas avoir un microscope qui fasse 1 mètre de long. Voilà, simplement parce que ce n'est pas pratique à utiliser. Et voilà le principe du microscope. Le microscope, ça forme, ici vous voyez, on a un objet qui est réel, ça forme une image à l'infini. Du coup, la grandeur, comme pour la loupe, la grandeur qui caractérise l'efficacité du microscope, c'est un angle, l'angle de sortie, divisé par une longueur. Ce n'est pas du tout un grossissement ou un grandissement. Hein. Donc on verra tout à l'heure dans d'autres instruments ces termes-là, grandissement et grossissement, mais ici c'est vraiment une puissance qui caractérise le fonctionnement du microscope. Avant que je passe à la suite, est-ce que vous avez des questions sur ça? Alors, je passe à un autre type d'instrument d'optique, l'objectif photo. Cette fois-ci, le but il est complètement différent.
Ce qu'on veut cette fois, c'est pas avoir en sortie des rayons qui sont parallèles entre eux. Dans un objectif photo, ben, on a ici une surface qui est photoréceptrice. Avant c'était une pellicule, maintenant c'est plutôt un capteur CCD, un truc électronique. Mais peu importe, vous avez ici quelque chose qui va capter l'image, enregistrer l'image qui se forme sur ce plan-là. Vous avez ici l'objectif qui est une lentille ou une association de lentilles, mais peu importe, on va prendre nous juste ici une lentille. Et on veut que si vous avez un objet qui est ici en avant, qu'est-ce qu'on a envie de photographier? Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de un papillon. Et c'est un éléphant au début, mais c'est un peu raté. Donc on veut photographier un papillon ici. Donc on veut que l'image du papillon se forme à cet endroit-là. Donc cette fois-ci, on veut obtenir une image réelle d'un objet réel. C'est ça qu'on veut faire. Et si on veut caractériser ce type d'objectif, ce qu'on a envie de savoir, c'est pour un objet de taille donnée ici, quelle va être la taille de l'image. On a envie de savoir si un objectif photo grandit beaucoup ou pas. Ça veut dire si vous avez un papillon qui est ici à une distance donnée, est-ce que l'image qu'on va obtenir ici va être grande ou petite sur le capteur. Si l'image est petite, bah, ça va être un petit grandissement, et si l'image est grande, ça sera un grand grandissement. Précisément, j'ai employé ici 2 fois le mot grandissement. Bah, effectivement, ce qui intervient ici pour l'appareil photo, ce qui caractérise l'objectif, c'est le grandissement qui est donné par A'B' sur AB. Je ne vais pas faire les calculs ici, de calculs qui sont habituellement associés à l'objectif photo, notamment tout ce qui est profondeur de champ et tout ça. J'en ai un tout petit peu parlé l'autre fois avec l'œil. Vous avez dans les notes quelques... ça c'est un petit peu développé aussi. Je n'aurai simplement pas le temps de vous parler de ça et du télescope comme je veux le faire après. Donc simplement, je veux simplement vous dire que pour ce type d'appareil ici qui forme d'une image réelle, qui forme d'un objet réel, une image réelle, la quantité intéressante, c'est un grandissement. Donc c'est vraiment une taille physique ici. On aperçoit que j'ai mis des lettres dans les formules, mais je ne les ai pas mis sur le schéma. Voilà, on a l'objet AB qui est ici, l'image A'B' qui est là, et c'est un rapport de 2 grandeurs, de 2 longueurs. Plus quelque chose sans dimension. C'est pas du tout le même type de grandeur que la puissance pour la loupe. Ça n'aurait pas de sens de donner la puissance d'un objectif photo, de la même façon que ça n'a pas de sens de donner le grandissement d'une loupe. Chaque instrument est associé à une certaine quantité physique. Vas-y. Je pense que les photos sont à l'envers dans les anciens appareils photo, il y avait quoi Alors, dans tous les appareils photo, l'image se forme à l'envers. Dans les anciens, on le voyait parce qu'on mettait la tête dans le drap et puis on voyait bien l'image. Sur les capteurs des appareils photo qu'on utilise maintenant, sur celui de ton téléphone portable si tu as un appareil photo dessus, ça se forme aussi à l'envers ici. Et simplement, les capteurs qui sont ici sont branchés, l'image est enregistrée par des gens qui savent que l'image se forme à l'envers. Donc quand tu le mets sur ton ordi, les pixels sont mis dans le bon ordre sur l'écran. Et ça se forme effectivement à l'envers. Bon, j'en dis pas plus sur ça, je voulais juste introduire cette notion-là de grandissement pour ce type d'instrument. Enfin, là je vais passer un tout petit peu plus de temps, la lunette astronomique. Est-ce que quelqu'un peut me dire ce que c'est qu'une lunette astronomique? Alors, j'entends que c'est un miroir. Attention, le mot lunette en général est réservé aux instruments qui ont des lentilles. Sinon on appelle ça un télescope plutôt quand il y a des miroirs. Deux lentilles convergentes, la distance F1 est le même point que F2. Super. Effectivement, alors vous n'avez peut-être pas tous entendu, je vais répéter. C'est encore 2 lentilles convergentes qu'on met l'une à la suite de l'autre. Donc pour l'instant, ça ressemble un petit peu au microscope. Et on s'arrange effectivement pour que... Alors, je vais faire ça comme ça. Le point focal image de la première lentille ici. Je vais mettre d'ailleurs ce point focal objet là.
il est confondu avec le point focal objet de la deuxième. Donc, le F2 se trouve là. Donc si vous avez ici une lentille de 20 cm de focale et celle-là de 10 cm, vous mettez 30 cm entre les deux, hein, c'est ça que ça veut dire. Donc on s'arrange pour que ces deux points coïncident ici. Et comment est-ce qu'on s'en sert? Qu'est-ce qu'on regarde avec ça? Effectivement, on regarde des objets qui sont, alors, en tout cas, lointains, et qui, du point de vue de l'optique, vont être considérés comme étant à l'infini. C'est-à-dire, si vous regardez la Lune ou une étoile avec une lunette astronomique, ou une galaxie lointaine, les rayons qui vous parviennent de chaque point de l'objet vous arrivent à vous quasiment parallèles les uns aux autres, avec une très très bonne approximation. Donc vous avez ici un ensemble de rayons. Grattez le... Ouais, ça passe par le centre. Tout un ensemble de rayons ici qui arrivent parallèles entre eux. Donc ça c'est un point objet qui se trouve à l'infini. Ces points vont aller converger en un point qui se trouve dans le plan focal image, c'est-à-dire dans ce plan-là. Donc ils vont aller converger ici en fait. Là c'est vraiment très facile de tracer des rayons pour une lunette astronomique. Il suffit de tracer le rayon qui passe par le centre qui n'est pas dévié. Voilà, l'image va être là. Voilà. Ensuite, une fois qu'on a une image qui est ici, bah c'est un peu le même principe que le microscope. On regarde cette image avec une loupe, c'est-à-dire qu'on utilise cette lentille ici comme loupe. Et là, du coup, on a des rayons qui sont issus de là, qui repartent dans cette direction-là, et tous les rayons qui sont issus de là repartent dans la même direction. Et ici, on a un angle alpha prime, alors qu'on avait ici un angle alpha. Il y a quelque chose d'un petit peu choquant dans mon dessin. Je vais le détailler tout à l'heure, mais je vous dis tout de suite au cas où ça gêne certains. Les rayons lumineux ne font pas du tout ça. Hein. Les rayons lumineux, eux, ils s'en foutent complètement que ce point, vous l'appeliez image, je ne sais pas quoi. Si vous faites effectivement une lunette, les rayons qui sont ici vont continuer tout droit après. Hein. Donc en fait, il aurait fallu ici que je trace, que je prenne une lentille plus grande qui soit capable de contenir les rayons qui viennent d'ici. Ou alors il aurait fallu que je prenne des rayons qui sont moins inclinés pour qu'ils passent tous là-dedans et les continuer. Mais ça devient assez peu clair si on fait ce dessin-là à l'échelle, donc je préfère le faire comme ça. En tout cas, la construction de l'image, elle est correcte. Et on a obtenu une lunette astronomique si alpha prime sur alpha est grand, c'est-à-dire si alpha prime est plus grand que alpha, voire bien plus grand que alpha. La quantité maintenant qui caractérise l'efficacité de ce genre d'instrument, c'est donné par le grossissement. Donc c'est le troisième terme qu'on introduit ici, ça sera le dernier. Donc il y avait la puissance, le grandissement. Maintenant je vous parle du grossissement, qui est défini comme G est égal à alpha prime sur alpha. C'est le rapport de l'angle que font avec l'horizontale les rayons de sortie et l'angle que font avec l'horizontale les rayons d'entrée. Si ça c'est un nombre beaucoup plus grand que 1, et ben la taille apparente de l'image est beaucoup plus grande que la taille apparente de l'objet. Autrement dit, si ici vous aviez 1 degré et que là vous en avez 20, ben voilà, l'image elle est 20 fois plus grande. Ce grossissement là, donc je l'ai défini comme une propriété qui relie les angles alpha prime et alpha. On va maintenant trouver une expression qui fait intervenir les distances focales des lentilles. C'est-à-dire celle-là, ça c'est f'1, et cette distance-là, c'est f'2. Et ben je vous propose de montrer, là c'est vous qui allez bosser encore, montrer que G est donné par f'1 sur f'2. Allez-y. C'est vraiment toujours pareil, hein. Vous allez utiliser des relations géométriques dans les triangles. Si ça peut vous aider, introduisez la hauteur de l'image qui est ici, h. Ah, voilà. Si vous faites ça, l'angle alpha ici est relié très simplement avec h et f'1, et l'angle alpha prime est relié très simplement à h et f'2. Vous écrivez ces deux relations-là entre les angles et les distances, vous les combinez, et ça va marcher. Qu'est-ce que je cherche? Je sais pas. Je vous propose comme triangle
celui-là. Dites-moi un truc intelligent dans ce triangle. La tangente alpha égale H environ égal à alpha. Et effectivement, on est dans les conditions de Gauss, les angles sont petits. Ça, c'est à peu près égal à alpha. Ensuite, dans un autre triangle que je n'ai pas dessiné, vous allez m'écrire quoi? H sur prime 2. D'accord, ça c'est dans le triangle rouge qui est ici. Et là, je ne l'ai pas dessiné, mais on a utilisé le fait que l'angle alpha il est aussi ici, et l'angle alpha prime il est aussi là. Voilà. Ça c'est à peu près égal à alpha prime. Et donc si on fait le rapport entre alpha prime et alpha, on trouve immédiatement la relation qui est ici. Du coup, si on veut faire une lunette qui marche bien, qui est utile, il faut prendre f' un petit ou grand? Grand, donc il faut que effectivement ça soit quelque chose de longue focale, et f'2 petit, donc là on veut quelque chose de plutôt petit, et c'est pas étonnant, hein, ça encore une fois ça marche comme une loupe, et on a vu tout à l'heure que plus une loupe elle grossit d'autant mieux qu'elle une petite focale. Donc dire que f'1 est grand et f'2 petit, ça veut dire que f'1 grand, ça veut dire que l'image qu'on obtient intermédiaire ici va être énorme, et en plus on la regarde avec une loupe de très courte focale, donc ça agrandit encore énormément l'image finale qu'on obtient ici. Ce type de système là, il transforme un ensemble de rayons parallèles en un autre ensemble de rayons parallèles, je dis juste ça, qui transforme des rayons parallèles ici en d'autres rayons parallèles. On dit qu'il est afocal, c'est un système afocal, il n'a pas de foyer. Vous vous souvenez que la définition d'un foyer, c'est le point où convergent les rayons à la sortie d'un instrument quand les rayons incidents sont tous parallèles. Donc, vous prenez des rayons parallèles incidents, vous les faites arriver sur l'instrument et vous regardez où ça converge, ça vous donne le foyer. Mais ici, ça converge nulle part, vous envoyez un ensemble de rayons parallèles, ils repartent parallèles. Donc, on dit qu'il est afocal. Vas-y. Un système qui serait par exemple la lente de vent pour qu'elle soit ça veut dire de derrière, elle doit être le moins convergent possible. Non, elle doit être le plus convergent possible. Elle, on veut au contraire qu'elle fasse énormément dévier ces rayons-là. Plus elle est convergente, plus cette distance-là est petite. Une lentille très convergente, elle va avoir un foyer qui est très proche. Ici, ce point-là va être très proche du second. Et du coup, c'est la première qui doit être le moins convergent possible. Oui. Et le moins convergent possible, est-ce que c'est l'égal ou l'autre? Ah bah, à la fin, si tu as une vitre, l'image elle va être par l'infini. Donc c'est trop en fait. Elle est trop bien. Elle est trop bien, du coup elle est inutilisable. Ce que tu es en train de dire là, j'écoutais tous là. Si on veut effectivement une lunette qui marche, qui donne un gros grossissement, je viens de vous dire qu'il faut que f'1 soit grand. Grand, ça veut dire quoi? Vous allez prendre combien? À votre avis, dans une lunette, ça fait combien la focale de l'objectif? 1 mètre? 10 mètres? 30 mètres? Pourquoi pas? Pourquoi je ne prendrais pas 30 mètres? Ça va marcher de la mort, là, 30 mètres. Et bien, il y a des gens qui ont fait ça. Hein. Au 19e siècle, vous aviez toute une escalade aux grandes lunettes, et vous avez Herschel notamment qui était connu pour ça. Il a fait une lunette qui faisait plusieurs dizaines de mètres. Donc il avait une lentille qui était suspendue tout en haut d'un échafaudage, et lui il se mettait 30 mètres plus bas, juste après ce point-là, avec une loupe, et il regardait ici. Il a découvert plein de trucs en astro, ce gars-là, avec ce genre de système. Alors après, on n'a pas forcément envie d'avoir une lunette de 30 mètres de long, c'est pas très pratique à utiliser. Même celle qu'il avait lui, bon, le moindre coup de vent, ça faisait un petit peu bouger la lentille qui est ici. Du coup, l'image ici, elle est arrivée comme ça, et bon, c'est pas très facile à utiliser, mais on peut le faire. En pratique, les lunettes qu'on vous vend dans le commerce, les lunettes astronomiques, elles font plutôt un peu moins d'un mètre, voilà, quelques dizaines de centimètres. Et on a ensuite, donc ça, c'est en gros plus petit que 1 mètre le truc qu'on vend, et puis ça, c'est plus grand que, disons, quelques millimètres, le centimètre, quoi. Si c'est plus petit que le millimètre, ça devient assez difficile à utiliser. Donc ça donne une limite quand même sur la capacité de cet instrument à grossir. Je vous ai parlé là jusqu'à maintenant que d'optique géométrique, c'est-à-dire que je vous ai parlé de rayons lumineux, on a tout construit avec des rayons lumineux. Je
Je ne vais pas aller au-delà de ça, mais je vous mets quand même en garde sur le fait que si vous essayez d'optimiser ces instruments pour obtenir des grandissements énormes, au bout d'un moment, vous allez être confronté à une autre limitation, qui est le fait que la lumière est une onde. Et le fait que la lumière soit une onde, ça veut dire que quand vous la faites passer ici dans une lentille, vous n'arrivez jamais à la focaliser complètement en un point ici. Donc, je ne vais pas vous faire la démonstration, je vous dis simplement ce fait expérimental et théorique aussi d'ailleurs. Donc si on envoie une onde comme ça, des rayons complètement parallèles sur une lentille, le fait que ça soit une onde, ici vous n'aurez pas parfaitement un point, mais vous aurez une figure un peu plus compliquée, qui s'appelle une tâche d'Airy. C'est un truc avec c'est une tâche avec un rond central. Comme ça, et puis un anneau autour, et puis un autre anneau. Voilà. Donc si vous avez, en fait, ça je suis en train de vous dire, si vous regardez une étoile parfaitement ponctuelle à travers une lentille d'excellente qualité, à cause du fait que la lumière est une onde, vous n'allez pas voir faire une image qui est un point, mais qui est un truc comme ça. Ça semble bizarre, hein? C'est le cas, hein. Avec les bons télescopes, en fait, ce qu'on voit, c'est pas un point, c'est des trucs comme ça. Ça, vous pouvez le faire chez vous. Donc il y a une expérience qui est vraiment étonnante à faire, qui est un petit peu analogue à celle qu'on a fait l'autre fois avec le carton de bière et l'épingle, sauf qu'avec le carton de bière, ça ne va pas très bien marcher. Pour une raison que je vous dirai après. Mais donc, l'expérience, c'est la suivante. Vous prenez un couvercle de glace en plastique. De glace, je veux dire, de glace à manger, quoi. Crème glacée, vous voyez le truc carte d'or, là, vous prenez le capuchon. Vous enlevez le papier, vous gardez que le plastique. Vous prenez une petite épingle. L'idée, ça va être de faire un trou dans le plastique. Alors avec juste une épingle et du plastique, il va falloir forcer, vous allez le faire mal, vous allez me porter plainte et je vais aller en prison, donc ne le faites pas. Par contre, ce que vous pouvez faire, c'est avec un briquet chauffer légèrement l'épingle, vous mettez un gant ou un torchon, parce que la chaleur passe dans l'épingle, vous allez porter plainte, je vais aller en prison, on commence. Vous chauffez l'épingle, quand elle est chaude, vous la faites passer dans le plastique, là ça passe super bien, ça fait un tout petit trou. Vous avez maintenant un plastique qui est percé d'un trou minuscule. Muni de ce trou, vous allez, il faut qu'il fasse nuit, vous allez regarder à travers le trou un lampadaire qui se trouve loin ou une étoile. Ça marche mieux avec un lampadaire, c'est quand même plus brillant qu'une étoile en général, mais il faut qu'il soit loin. Vous allez vous apercevoir que là où sans le carton, sans le plastique, vous voyez effectivement un lampadaire, en regardant à travers le petit trou, vous allez voir cette figure-là. Vous allez voir un point ici, une tache, entourée d'un anneau. Je ne pense pas que vous verrez le deuxième, parce qu'il est moins brillant que celui-là. En fait, ça c'est assez brillant, ça c'est peu brillant, ça c'est encore moins brillant, etc. En fait, il y en a plein de moins en moins brillants. Mais vous allez voir, en fait, un point ici, avec un rond autour. Si vous avez la chance d'avoir dans le champ de vue, comme ça, plusieurs points, plusieurs lampadaires qui sont alignés, qui ne sont pas très loin les uns des autres, vous les aurez tous ensemble dans le point de vue, et chaque lampadaire va donner ça. Un rond avec un point au centre. Et c'est assez joli à voir. Et ce que vous voyez là, c'est ce qu'on appelle la diffraction. C'est la diffraction par le trou. Donc c'est lié au fait que la lumière est une onde. Donc ça marche avec des petits trous, on le voit assez bien avec des petits trous dans des plastiques, mais même si on le fait avec des lentilles assez grandes, vous ne le verrez pas à l'œil nu, mais ça suffit ça pour les astronomes à dégrader la qualité des images qu'ils obtiennent. Ça peut même en photographie aussi limiter le piqué des photos qu'on prend avec un objectif de. Ok. Est-ce que vous avez des questions sur tout ça? Alors pour terminer, du coup je pense qu'on aura terminé un petit peu plus tôt, c'est bien. Donc pour terminer, je voudrais aborder la question du champ de vue d'un instrument et je vais pour ça considérer la lunette astro qui est ici. Donc en fait on va terminer à l'heure, probablement, parce que si j'attends qu'on se passe, mais taisez-vous quoi. C'est bon? Alors, si on regarde la lunette que j'ai prise ici, là, imaginez qu'effectivement on utilise cette lunette avec la lentille que j'ai dessinée là, la lentille que j'ai dessinée là, pour regarder un objet qui se trouve dans la direction alpha. Donc je vous ai dit que j'avais triché sur le dessin ici parce que j'avais courbé les rayons lumineux. Bah, effectivement, si je ne triche pas, que je trace vraiment les rayons lumineux qui passent à travers l'instrument, c'est pas du tout ça qui va se passer, c'est pas bon mon truc. Hein. J'aurais mieux fait de tout recommencer. Okay.
vais y arriver. Hein. Voilà. Donc, les rayons lumineux arrivent dans cette direction-là, sont focalisés ici, dans ce point-là. Les rayons extrêmes, bah, lui, c'est celui qui passe par le haut de la lentille, ici, c'est celui qui passe par le bas. Donc, tous les rayons lumineux qui traversent la première lentille, ils sont contenus dans la région que je suis en train de hachurer. D'accord ? Ces rayons lumineux, quand ils arrivent là, bah, là, il n'y a rien de spécial, hein, il n'y a pas d'écran, il n'y a rien, ils continuent leur chemin, les rayons, ils font ça. Celui-là, il fait ça. Donc tous les rayons que j'ai considérés ici, qui ont traversé la première lentille, se trouvent dans le cône qui est ici et dans le cône qui est là. Ces rayons loupent tous la deuxième lentille ici. Donc si vous, astronome, vous mettez l'œil là, vous n'allez absolument pas voir l'objet qui se trouve dans cette direction-là. Donc ça, c'est ce qu'on appelle, on dit que l'objet, il est hors du champ. Il n'est pas, l'objet que vous regardez là-bas, n'est pas dans la région qui peut être observé avec ce télescope. Vous voyez que, alors on va faire une animation dans notre tête, je vais essayer de la reproduire au tableau, mais imaginez là, soyez avec moi, imaginez le dessin animé suivant, l'animation suivante. Je vais prendre ces rayons qui sont ici, et je vais les dépencher en quelque sorte, les rapprocher de l'horizontale. Donc l'angle alpha qui est ici, je vais le diminuer, tous ces rayons-là vont descendre comme ça, se rapprocher de l'horizontale. Qu'est-ce qui va se passer avec ce point-là ? Il va remonter, donc ça descend, lui il remonte comme ça, donc on va se retrouver avec des rayons de moins en moins penchés. Et au bout d'un moment, si je considère des rayons suffisamment peu inclinés ici, paf, ils vont commencer à rentrer là-dedans. D'accord ? Je trace des rayons de ce type-là. Donc c'est les rayons qui passent ça, qui sont penchés avec un certain angle comme ça. Donc là j'ai pris un angle alpha plus petit pour que le point ici soit remonté suffisamment pour que paf, on commence à atteindre la lentille qui est ici. Et si je considère donc des angles encore plus petits, bah là il y a des rayons qui vont commencer par passer là-dedans. Troisième animation, la troisième étape de l'animation. On va avoir à un certain moment cette situation-là. Ces rayons sont censés être parallèles. Là, je sais que de dessiner vite, c'est peut-être une erreur. Ça, c'est des rayons parallèles entre eux. Stop. Ils arrivent ici, ils forment une image, et certains atteignent la lentille qui est ici. Et du coup, vous voyez qu'ici, ça se sépare en deux. Là. Il y a les rayons qui passent ici, qui eux continuent à échapper à l'instrument, et puis ceux qui atteignent la lentille, bah, eux, ils sont déviés. Et ils partent effectivement dans la direction qu'on a calculée tout à l'heure, alpha prima. Donc quelqu'un qui met son œil ici, pour les rayons qui sont suffisamment peu penchés, il va commencer à avoir de la lumière. Il va les voir, ces objets-là. Vous voyez qu'il ne les voit pas à leur maximum de luminosité, parce qu'il y a une partie de la lumière qui est perdue ici. Hein? Donc, toute la lumière qui provient de l'objet ici, qui a traversé la première lentille, arrive en ce point-là, continue son chemin. Une partie est perdue en bas ici, et il faudra attendre d'avoir des objets encore plus bas, des objets plus proches de l'axe, pour qu'effectivement tous les rayons passent à l'intérieur de cette lentille-là, et qu'on soit dans la situation que j'ai dessinée tout à l'heure. Ce qui se passe, ce que ça veut dire, c'est quand vous regardez vraiment dans la lunette. Si vous avez la lunette qui pointe, dont le centre ici pointe dans une direction donnée, c'est-à-dire si les rayons qui arrivent parallèlement, tous parallèlement à l'axe, vont converger en un certain point là, enfin au centre de l'appareil, les objets qui sont trop loin du centre ici ne vont pas du tout vous apparaître dans la lunette, donc vous n'allez pas les voir. C'est la situation qui est ici et celle qui est ici. Ça, là, toute la région qui est à l'extérieur, je vais mettre tout ce qui est à l'intérieur ici, on appelle ça le champ de l'instrument. Donc ce champ, il a une région limitée. Il y a des objets qui sont à l'intérieur et d'autres qui sont à l'extérieur, qui ont des angles alpha trop grands pour passer dans la deuxième lentille. À l'intérieur du champ lui-même, vous voyez que les objets qui sont proches ici de la limite, c'est-à-dire les objets qui sont dans cette situation-là. Donc, il y a une partie dans le ciel de ce qu'on regarde qui contient les objets qu'on peut effectivement voir, c'est le champ d'instruments. Les instruments qui sont trop près du bord du champ, pour lequel on a cette situation-là, pour lequel certains rayons passent à côté de la lentille, ceux-là vont apparaître un peu moins lumineux que les autres, et on a ce qu'on appelle le champ de pleine lumière.
On a une région ici. Ça s'appelle le champ de pleine lumière, dans laquelle tous les objets effectivement apparaissent très brillants, c'est-à-dire ceux pour lesquels tous les rayons passent dans la lentille. Je vais tracer la situation parce que je suis en train de faire référence à un truc que j'avais dessiné tout à l'heure mais que j'ai effacé. Donc, je refais le dernier dessin ici. Donc, pour les objets qui sont peu inclinés par rapport à l'axe, on est dans cette situation-là. L'image se formera ici assez proche de l'axe. Tous les rayons ici arrivent à atteindre la deuxième lentille et repartent tous dans cette direction-là. Donc on est ici dans une situation où tous les rayons qui passent par la première lentille atteignent aussi la deuxième et donc on arrive effectivement à récupérer toute la lumière. Donc ça, les points qui sont dans cette situation-là, c'est l'intérieur qui est ici, c'est le champ de pleine lumière. Les points qui sont ici sont moins lumineux, on est dans cette situation-là, et les points qui sont à l'extérieur, c'est ceux qui sont là, on ne les voit pas du tout. Ça, c'est un petit peu embêtant du point de vue de l'astronomie, qu'il y ait des points qui paraissent moins brillants que ce qu'ils sont, parce que des fois en astronomie, ce qu'on a envie de faire, c'est de voir si une étoile est brillante ou pas. On a envie de comparer la brillance des étoiles, et on a envie de comparer leur vraie brillance. On n'a pas envie qu'une étoile nous apparaisse moins brillante, simplement parce qu'elle est dans la mauvaise région du télescope. On a envie de savoir vraiment si elle est intrinsèquement plus brillante ou pas. Donc ce qu'on fait dans un télescope, c'est qu'on masque cette région-là, la région que je hache en bleu là, en fait on interdit aux rayons d'y passer, et pour ça on met un diaphragme, on met ici, vraiment dans le télescope, on met quelque chose là qui bloque les rayons lumineux. Donc tous les rayons lumineux ici qui arrivent à ce point-là ne passent pas l'instrument, donc on ne les voit pas. Ici, ce diaphragme serait aussi comme ça. Et là, ce diaphragme serait là aussi. Donc les trois dessins que j'ai fait ici, celui-là, celui-là et celui-là, correspondent à des situations où aucun rayon ne passe dans l'instrument. Et par contre, on s'arrange pour que tous les rayons ici, toutes les directions qui correspondent à des rayons qui traversent entièrement la deuxième lentille, eux, passent ce diaphragme-là. Donc avec le diaphragme, on coupe la région qui est autour là pour ne garder que le champ de pleine lumière. Du coup, on ne voit dans l'instrument que des étoiles ou des objets qui ont les bonnes brillances relatives. Si dans le ciel un objet est plus brillant qu'un autre, il va vous apparaître dans le télescope plus brillant que l'autre aussi. Bon, je m'arrête là pour la partie vraiment courte. Si vous avez des questions, allez-y. Je me rends compte que mon dessin est horrible. Ah ouais, c'est monstrueux là. Bon, bref. Si vous avez des questions, je suis encore là, ça vous dit.